prévention contre les maladies mortelles d'origine infectieuse et même les cancers, parce qu'il y a des vaccins maintenant contre le cancer, HPV et HPV, c'est le moyen le plus sûr de protéger la population contre ces maladies, que les vaccins, c'est le moyen le plus économique pour promouvoir le bien-être mondial. Et en Algérie, c'est depuis 1984 qu'on a le PEV et que les maladies dont on va parler s'inscrivent dans ce programme. Que l'agenda 2030, auquel tous les pays souscrivent, fait de la vaccination un acte essentiel de prévention et de contrôle des maladies transmissibles. Et par transmissible, on va voir que l'importance de couvrir 95% de la population trouve toute sa place. Que la vaccination, elle touche plus de personnes que tout autre système de santé. Pour ce faire, il faut toucher toutes les personnes concernées par la vaccination. Pour nous, c'est ceux qui sont inscrits dans le PEV, mais quand il y a une transmission en communauté, les adultes autour, cela représente un engagement du pays par la disponibilité de ces vaccins, leur mise à jour, la communication entre nous tous, et bien entendu, sans les données, on ne peut pas avancer dans ce domaine. Que la vaccination, c'est une politique de santé que le ministère de la Santé fait et qui est propre au pays et qu'on ne peut pas transposer un calendrier d'un pays à un autre pays et que la vaccination en Algérie, elle est applicable à toutes les personnes qui résident en Algérie, qu'elles soient algériennes ou non, dès lors qu'elles peuvent constituer une source de contamination. Donc nous allons parler des recommandations générales de la vaccination. Nous évoquerons quelques situations particulières et bien entendu, aujourd'hui, non, mais il y a aussi des dispositions pour les personnes exposées sur le plan professionnel. Pour mesurer l'efficacité de la vaccination, on enregistre déjà la mortalité infantile et infanto-juvénile, puisque les maladies à prévention vaccinale font partie des maladies qui, au départ, quand on a commencé la vaccination, constituaient une part importante de la mortalité. Ça se traduit par une augmentation de l'espérance de vie à la naissance qui est enregistrée en Algérie et qui est le reflet de l'efficacité de cette activité de santé publique, que les maladies sont surveillées, que toutes les maladies du programme élargi de vaccination, à l'exception des oreillons, font partie de la liste des maladies à déclaration obligatoire, qu'il y a des systèmes d'alerte qui peuvent justifier une AVS, une activité de vaccination supplémentaire, une campagne, une consolidation, comme c'est le cas actuellement, et que, entre autres indicateurs, celui qu'on utilise le plus, c'est bien entendu les cohortes de naissance pour calculer les couvertures, qui sont le reflet de cette efficacité. L'ancrage juridique, comme dit M. Ley, de notre vaccination, c'est ce décret de 69 qu'il est bon de relire pour voir les dispositions qui sont comprises dans ce calendrier, que la loi sanitaire rappelle que les maladies transmissibles, tout praticien est tenu de déclarer sans délai aux services concernés tout cas suspect ou confirmé, ce qui permet de donner une alerte et de pouvoir apporter les correctifs nécessaires. Sinon, il y a des peines qui sont prévues et elles sont inscrites dans le calendrier 69, le décret 69, confirmé par la loi sanitaire. La vaccination en Algérie, c'est 11 maladies et 12 vaccins, puisque la polio se décline avec le vaccin polio oral et injectable. Et en routine, on vaccine 1 million d'enfants de moins de 1 an et 2 millions d'enfants en milieu scolaire. Et bien entendu, de temps en temps, il y a du rattrapage, comme on le voit actuellement dans cette semaine. Dans cette semaine, dont on voit ici l'instruction qui a été communiquée aux responsables, concerne tous les professionnels de la santé qui sont impliqués dans la vaccination pour y participer. Et par personnel de la santé, eh bien, on voit que dans la vaccination, il y a plusieurs interlocuteurs, je vais aller un peu plus vite, c'est pas sorti, désolé. Donc, on va passer sur tout ça. Donc, le calendrier 2023 que nous avons, c'est celui-là, celui que l'on applique depuis déjà, pour une partie février 2023 et pour le reste le 15 octobre 2023. C'est le même calendrier que 2016. Il n'y a pas eu de changement dans le schéma, dans
les vaccins. Le seul changement, ce sont les combinaisons vaccinales, puisque dans ce calendrier 2023, nous sommes toujours sur un schéma 2+1, c'est-à-dire qu'on fait une primo-vaccination à 2 mois, 4 mois et un rappel à 1 an, mais au lieu d'un vaccin DT-Coq-IB, ils n'entendent pas? Non, non, non. Non, il ne voit pas l'image. Il n'est pas partagé sous format diaporama. Non, allez. Ce sont les mêmes 11 maladies. C'est toujours un schéma 2+1, c'est-à-dire une primo-vaccination, 2 mois, 4 mois, et un rappel à 12 mois. Mais au lieu que ce soit un vaccin DT-Coq-IB HPV, un pentavalent, c'est un hexavalent dans lequel il y a en plus du penta un polio injectable associé et un coqueluche acellulaire qui remplace le coqueluche germentier. Il y a un deuxième changement, c'est le rappel de 6 ans pour lequel nous faisions jusque-là un DT enfant qui a été remplacé par un diphtérie tétanos coqueluche et VPI, donc 10 vaccins tétravalents dans lequel la polio injectable a été associé et le coqueluche est également acellulaire. Donc le coqueluche acellulaire remplace le germentier dans tout le calendrier. Et Mme Boukhari nous parlera de la coqueluche et nous donnera un peu plus de précision. Le vaccin polio oral à 2, 4 et 12 mois est co-administré avec le VPI qui est en combinaison hexa ou tétra, donc à 2, 4, 12 mois pour l'hexa et tétra DT-Coq VPI à l'âge de 6 ans. Et enfin, la nouveauté de ce calendrier 2023 véritable et importante qui va faciliter l'application, c'est que à partir du 15 octobre 2023, tous les nourrissons et enfants éligibles ont été recalés sur le nouveau calendrier. Donc on a abandonné le principe des cohortes de naissance qui fait que l'application est plus facile dans ce calendrier. On en voit ici la facilité. Il y a eu le DT-Coq VPI qui a été fait en 2023, mais le février 2023 au milieu scolaire. Donc, il a précédé l'application du reste du calendrier qui a commencé le 15 octobre 2023. Donc, actuellement, nous sommes le 15 décembre 2024, donc il a 14 mois, ce qui veut dire que pour les modifications qui ont été inscrites avec le tétra et l'hexa, tous les nourrissons ont dû avoir le nouveau calendrier et seul lui est appliqué. Mais comme il y a des retards, il est bon de recaler tous les retardataires sur le nouveau calendrier avec les nouvelles balances qui ont été inscrites. Qu'est-ce qu'on a fait pour le calendrier 2023? Vous voyez ici, si vous ne l'avez pas, la note 26 du 19 octobre 2023, dans laquelle, en plus de l'inscription du vaccin à l'âge de 6 ans, a fait un rattrapage en milieu scolaire qui a été fait pour les enfants 2023-2024. Et on a rappelé que le vaccin DT-Coq VPI qui remplace le DT est applicable à tous les enfants de première année primaire jusqu'à l'âge de 7 ans, y compris ceux qui ont moins de 6 ans à la rentrée scolaire. Parce que la question s'était posée, puisque dans le calendrier, on mettait initialement première année primaire ou 6 ans, et maintenant, comme première année primaire a sauté, les gens n'ont pas voulu vacciner ceux qui étaient rentrés à 5 ans et ceux qui avaient refait l'année qui avait 7 ans. Donc, ce vaccin, pour ceux qui rentrent cette année, qu'ils aient 5 ans, 6 ans, 7 ans, le palier de scolarité fait qu'ils sont concernés par cette vaccination. On a rappelé également que le vaccin anti-rougeoleux qui était appliqué aux enfants antérieurement à 9 mois et 6 ans est remplacé par 2 doses qui restent obligatoires pour tout enfant selon le principe simple que tout enfant qui n'a reçu aucune dose d'un vaccin contenant les valences rougeole et rubéole, que ce soit RR ou ROR, eh bien, il faut lui faire 2 doses de ROR à 1 mois d'intervalle. Si un enfant a reçu une seule dose de l'un de ces vaccins, il faut lui faire une deuxième dose de RER. Et comme il ne s'agit pas d'un rappel, les 2 doses, il faut les faire en cas de retard à 1 mois d'intervalle. J'en parle ici puisqu'on ne reprend pas ça dans le reste de la session d'aujourd'hui. Il a été rappelé également
en santé scolaire que tout enfant zéro dose ou sous-vacciné. C'est quoi sous-vacciné? Parce que la question a été posée, c'est tout enfant qui a raté une ou plusieurs des doses pour lesquelles, auxquelles il était assujetti. Eh bien, on va faire le rattrapage en rattrapant pour DT-Coq VPI 3 doses. Et 3 doses, selon un schéma de primo-vaccination et un rappel. Le délai de 2 mois peut être raccourci à 6 semaines s'il y a une urgence. Et pour tout rappel, le délai de 6 mois, on peut le faire avec un minimum de 5 mois en cas de rattrapage. Que les doses de RER, c'est 1 mois, que l'HBV, c'est 3 doses, 2 en primo-vaccination et un rappel, également selon les mêmes conditions, parce qu'il est co-administré, ce vaccin, pour faciliter les démarches. Donc, même s'il y a un schéma 0, 1, 6 mois, il ne s'appliquera pas à la santé scolaire parce qu'il faut capter les enfants dans le même temps. Enfin, 3 doses de VPO bivalent doit faire aussi l'objet d'une vérification et de mettre à jour tout enfant qui n'a pas eu ces doses-là. Ce qui fait que dans certaines situations, on sera appelé à faire 3 injections, ce que nous avions déjà depuis 2021, juin 2021, dans une instruction. Le reste des vaccinations en milieu scolaire, concerne le DT adulte qui sera fait dans les mêmes années, première année moyenne et première année secondaire. Il y a eu du retard enregistré pendant la pandémie Covid-19 et qu'il faut absolument rattraper selon ses modalités. Et enfin, en Algérie, tous les vaccins de notre calendrier peuvent être co-administrés, quel que soit l'intervalle de temps entre ces vaccins. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 2023? Il y a un nouveau carnet de vaccination avec des explications, une traduction en arabe et en français que vous avez certainement dû tous voir et que les parents, qu'on doit inciter les parents à lire. Ce qui a prévalu à la modification de ce calendrier, c'est cet exemple que je partage avec vous, qui est une photo réelle d'un carnet de vaccination d'un enfant. Et je mets un défi quiconque de pouvoir retrouver le lot, la date, l'intervalle qu'il y a eu entre les vaccins, parce que c'est illisible, on n'a pas respecté les espaces. Regardez, quand on a grandi, comment on peut lire ce calendrier? Donc, il est quand même rappelé qu'il est important que chaque vaccin a une ligne, qu'il faut mettre le site dans son endroit, parce qu'on co-administre ici la cuisse, on met la droite ou la gauche pour le vaccin donné, on enregistre le lot, on enregistre la date, on signe, et s'il y a eu un événement, il y a observation, on rajoutera. Et il est important que, par exemple, le cachet, il soit au niveau du cachet signature et pas comme ici sur le numéro du lot. Parce qu'il y a un souci avec un lot, il est impossible de pouvoir récupérer les enfants qui ont eu le vaccin de ce lot-là. Et je pense que Mme Lazli confirmera l'importance de cette notion. Vaccination BCG, les changements, il n'y a pas eu de changement, mais juste un petit rappel pour dire qu'à tout moment, il faut vérifier tous les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans, que s'ils n'ont pas de cicatrice, il faut leur faire une deuxième et dernière dose. Et le changement qu'il y a eu, c'est dans le carnet, puisqu'on a dit que c'est dès l'âge de 3 mois qu'il va falloir vérifier cette cicatrice, que si cette cicatrice est absente, il faut noter, il faut programmer l'enfant, s'il n'y a pas cette cicatrice, pour une revaccination, une deuxième et dernière fois, et qu'on la note sur le carnet. Et donc, il y a des pages qui sont destinées à cette vaccination, il faudra les respecter comme telles. Bien entendu, quand on vérifie la cicatrice vaccinale, on vérifie le reste du carnet, parce qu'on voit des enfants 7 ans, 8 ans, avec des zéro doses, et il faut les combler. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est les vaccinations. Depuis 2023, qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté? Il n'y a pas eu de nouveauté dans la vaccination hépatite B, qui est en 4 doses. Une dose de la naissance pour la prévention verticale mère-enfant, et 3 doses co-administrées à 2, 4 et 12 mois pour la transmission horizontale postnatale. Il y a eu une instruction qui a fait l'objet de la vaccination contre l'hépatite B, notamment de la dose de la naissance et d'un enfant qui naîtrait d'une mère HPV positive. Donc, je rappelle simplement cela. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a un nouveau guide qui sort là, dont on va voir un peu l'architecture, le modèle, qui comprend 10 chapitres. D'abord, la présentation du programme élargi de vaccination, son ancienneté, son coût, le budget, ce que ça représente. On rappelle un repère sur
des 11 maladies du programme. On rappelle les vaccins qui sont utilisés chez nous, leur façon de les administrer quand ils sont reconstitués, le délai pendant lequel on peut les conserver. On a dissocié les modalités de rattrapage vaccinal et les situations particulières, comment vacciner certains enfants, les fondamentaux de la chaîne du froid, un chapitre qui est réservé à la sécurité des injections, comment injecter la seringue, l'aiguille, notamment la filière d'Asri pour éliminer ces produits biologiques selon des sécurités. La tenue d'une séance de vaccination pour les gens qui sont dans les services d'épidémiologie et qui tiennent un centre de vaccination. On fait des modalités de planification de ces séances de vaccination et des vaccins. Bien sûr, il faut que les enfants viennent à leur âge. En cas de rattrapage, à ce moment-là, en fonction du risque, on peut le faire le même jour ou programmer parce qu'il y a encore des vaccins multidoses. Et enfin, il est important de dire que la mobilisation sociale et la communication sont une part importante de la réussite de la vaccination. Et aujourd'hui, c'est une communication envers les professionnels de la santé, mais il faut qu'il y ait communication vers les autres. Quelques situations que nous avons rajoutées dans le guide, qui font l'objet de nombreuses contre-indications et reports de vaccination, c'est la corticothérapie et le risque vaccinal, qui est lié à l'immunodépression. Ça ne concerne que les vaccins vivants, pas les vaccins inactivés. On rappelle que tout ce qui est topique, inhalé, nébulisé ne contre-indique pas les vaccinations et que la contre-indication du fait de l'immunodépression concerne la dose et la durée de la vaccination. Et à ce moment-là, si c'est 2 mg kilo au-delà de 20 mg et plus de 10 kg, eh ben, ça sera plus de 2 semaines. Oui, code de nouveau, donc je rappelle ce qu'il y a de nouveau dans le guide. Chez la vaccination sera différée de 1 mois dans ce cas. En cas de bolus, la vaccination sera différée de 3 mois. Il est rappelé que les enfants allergiques respiratoires ou dermatologiques ne constituent pas un report ou une contre-indication. Au contraire de la vaccination et dans ce rattrapage en période de poussée de ces maladies, il faut les vacciner, qu'aucun des vaccins de notre calendrier n'est contre-indiqué, y compris le ROR en cas d'allergie à l'œuf. Il en est de même du vaccin antigrippal sur lequel je dirai un mot à la fin. Nous avons modifié dans le calendrier l'âge du site d'injection et au lieu de 2 ans, nous avons mis que c'était la cuisse à 1 an et le deltoïde après 1 an, mais on peut faciliter les choses et la démarche en disant que tant que l'enfant ne marche pas, ils vont faire dans la cuisse et dès qu'il marche pour diminuer la douleur, c'est au niveau de... Pardon ? Je demande parce que vous allez trop vite. Ah, d'accord. C'est d'aller au niveau du deltoïde. Ça, c'est le vaccin BCG qui est fait par voie intradermique, parce que c'est un vaccin à médiation cellulaire, donc il doit être fait au contact des cellules. Et enfin, question qui vient dans les sites que citait Mme Hamadi, jamais de vaccin dans les fesses chez l'enfant, pour des questions non pas de sciatique, mais simplement de réaction immunitaire et immunologique des vaccinations. Alors, comment on choisit la voie des injections, d'administration? La voie intradermique, c'est pour le BCG. Ben, sur le polio, c'est par voie orale. Pour tous les autres, c'est la voie sous-cutanée ou intramusculaire. Il est bon de rappeler que les vaccins inactivés qui sont absorbés, donc il y a des adjuvants, comme le DT-CoQ, polio, IPH-BV, il faut les administrer par voie intramusculaire. Que les vaccins inactivés qui ne sont pas absorbés, tels que les polysaccharidiques non conjugués, eh bien on les fait par voie intramusculaire ou sous-cutanée. Les vaccins viraux vivants atténués, notamment ROR, pièvrogène accessoirement en cas de voyage, la voie sous-cutanée est préférentielle, mais on peut les faire par voie intramusculaire. Donc, en résumé, tous les vaccins par voie sous-cutanée peuvent se faire par voie intramusculaire, mais l'inverse n'est pas exact. C'est-à-dire que pour des questions d'immunogénicité plus performantes, les vaccins inactivés absorbés doivent être faits par voie intramusculaire pour l'immunogénicité et pour une meilleure tolérance locale, ce qui nous amène au changement qu'il y a eu l'additif par rapport à l'instruction hémophilie de 2013, c'est que tout enfant qui a un risque hémorragique
du fait d'une anticoagulation, d'une pathologie de la coagulation, eh bien, le vaccin par voie intramusculaire sera fait par voie intramusculaire en respectant les précautions, c'est-à-dire on va utiliser une aiguille longue et fine avec un diamètre, on le voit ici, adapté à l'âge de l'enfant. On va faire une compression manuelle sans masser ni frotter pour ne pas perturber l'activité du vaccin pendant 2 minutes. Puis, on va informer le sujet vacciné, notamment les parents, qu'il peut y avoir un hématome. Donc, les hémophiles, il faudra les vacciner par voie intramusculaire si ils ont ces vaccinations qui doivent être faites. Enfin, pour finir, ce n'est pas le PEV, mais c'est actuellement la période de vaccination grippe. Je rappelle qu'il y a une note spécifique à la vaccination des enfants qui ont les mêmes indications que l'adulte, comme c'est repris dans l'instruction. Toutes les maladies chroniques, respiratoires, les maladies cardiaques, les maladies métaboliques, et on rappelle que l'obésité fait partie de ces maladies-là, les maladies rénales, hépatiques, neuromusculaires et immunodépression. C'est un vaccin inactivé qui n'a qu'une seule contre-indication, c'est s'il y a eu une allergie à l'un de ces vaccins. Et je le rappelle parce que la vaccination, qui est une vaccination recommandée, peut être co-administrée avec les vaccins. C'est tous les enfants, chaque année, quand ils sont à risque, et que le protocole est particulier, les enfants entre 6 mois et 9 ans qui vont recevoir leur vaccination vont avoir la première année où on les vaccine. Un cardiaque, il ne doit pas être opéré. La première année, on va lui faire 2 doses. Il n'y a plus de demi-dose dans la vaccination grippe depuis quelques années. 2 doses de 0,5 millilitres à 4 semaines d'intervalle. Les années suivantes, on fera une seule dose pendant la saison hivernale où le vaccin est mis à disposition. Que pour les enfants de plus de 9 ans, même si c'est la primo-vaccination, c'est bien d'avoir une immunodépression ou un traitement qui les met à risque de grippe compliquée, on ne fera qu'une seule dose par voie intramusculaire. Les nourrissons de moins de 6 mois chez qui ce vaccin est contre-indiqué, il faut recommander la vaccination de l'entourage s'ils sont bien entendu à risque. Et enfin, on peut le faire avec tous les autres vaccins du calendrier national de vaccination. C'était ma dernière plaque et je rappelle donc que ces vaccinations dont on a précisé ce qu'il y avait de nouveau par rapport au guide et quelques points, on ne peut pas reprendre la totalité du guide, va nous faire amener maintenant à quelque chose qui peut être un frein à l'application de ce calendrier. Ce sont les contre-indications pour lesquelles on voit dans la circulation, il y a très très peu de contre-indications à la vaccination. Donc Mme Belhana va nous parler, notamment comme elle l'a intitulé, démêler le vrai du faux, qu'est-ce qu'il y a de vraies contre-indications et pas de contre-indications dans le calendrier. Et je vous remercie. Oui, je suis un peu... Sur le chat, ils demandent tous le guide. Pour vous dire quelque chose qui, n'est pas particulièrement nouveau dans la vaccination ni de le calendrier vaccinal, il faut vous parler des contre-indications aux vaccinations. En fait, ce dont je vais vous parler, ça va être surtout des fausses contre-indications parce qu'en fait, tous les nourrissons, ils devraient être vaccinés, sauf dans des situations extrêmement rares. L'anaphylaxie, c'est le fait d'avoir 2 signes d'effets secondaires dans 2 organes différents. Il y a un problème, c'est pas partagé? Oui, c'est partagé. Non. En fait, les nourrissons doivent tous être vaccinés, les nourrissons et les enfants, et que les situations qui contre-indiquent la vaccination sont rares, voire extrêmement rares. Il y a l'anaphylaxie, le fait qu'il y ait des effets secondaires dans 2 organes différents, c'est une contre-indication absolue. Il faut confier le malade à quelqu'un qui pourra s'en occuper, mais ça concerne
un seul type de vaccin, ou une allergie à un des constituants du vaccin, ou encore pour les vaccins vivants atténués, une immunodépression congénitale ou acquise. Donc, ça fait très, très rare. Mais là, ça m'embête parce que je n'ai pas de suite, alors que j'avais une animation et que je ne peux pas avoir. Oui. Alors, donc, c'est pas un très, très bon partage. Oui, là, c'est peut-être je vais avancer, mais après, ultérieurement, ça risque de poser problème. Alors, je voulais quand même vous dire que le fait qu'on soit, admettons, qu'on soit dans la situation rare où on est allergique à un des constituants des vaccins. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est allergique à la vaccination. Donc, en prenant ma casquette d'allergologue, je vous dirais que les gens, ils viennent nous voir et ils nous disent, il a été allergique, par exemple, à un vaccin, je ne sais pas, il a fait un DTC, il a fait une réaction allergique, alors je lui ai pas fait l'anti-rougeole. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. D'abord, il fallait investiguer pour le DTC pour voir rectifier la chose. Et de toute façon, ça n'avait rien à voir avec l'anti-rougeole. On est allergique à quelque chose, on n'est pas allergique à la vaccination. Ça, c'est déjà une situation exceptionnelle et qu'on ne prenne pas cette exceptionnelle pour la règle. Ça, c'est vraiment important. Alors, pourquoi ça n'avance pas? Je vais vous parler, et c'est dommage parce que c'est coupé avec ce partage d'écran. Alors, C'est bon ici. On arrivait, vous avez vu, les contre-indications vraies, elles sont vraiment très rares. C'est vraiment presque des histoires de chasse. Mais par contre, les fausses contre-indications, celles qu'on voit tous les jours et qui nous arrivent tous les jours, elles sont vraiment très, très fréquentes. Et c'est vraiment des contre-indications fausses. Donc, alors, je vois que quelqu'un a levé la main. Les questions, elles sont, je pense, pour la fin. Hein, donc, on en parlera ultérieurement. Donc, gardez votre question bien au chaud et on vous promet d'y répondre. Les traitements par les antibiotiques, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination. Un ictère néonatal, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination. Le fait d'avoir une allergie, une rhinite allergique ou un asthme ou même une dermatite atopique, bien sûr, pendant qu'on est en pleine poussée, on ne va pas faire le vaccin, mais sinon, on vaccine, ce n'est pas des contre-indications à la vaccination. Le fait d'avoir une maladie bénigne, si l'enfant toussant un petit peu, si donc il a eu une petite diarrhée, etc., et que la température était inférieure à 38,5, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination. Le fait d'avoir un petit 37,8 ou un petit 38, ça ne va pas donner plus d'effets secondaires à un enfant qui doit être vacciné. Et aussi, le fait qu'on ait des antécédents personnels ou familiaux de crise convulsive, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination. Vous voyez, il y en a plein, légion des fausses contre-indications, alors que les vraies contre-indications, elles se résumaient à une plaque et à 3 lignes. Là, les fausses contre-indications, elles se résument à beaucoup de lignes. Et donc, vous voyez que ça ne constitue pas des contre-indications. Les maladies chroniques, ça constitue non seulement pas une contre-indication à la vaccination, mais c'est plutôt une indication formelle à la vaccination. Si on a une pathologie cardiaque, une pathologie pulmonaire, une pathologie rénale, une pathologie hépatique, ça ne contre-indique pas la vaccination. Le fait d'avoir une infection neurologique stable, ça ne contre-indique pas la vaccination, y compris la vaccination anti-coqueluche. Par exemple, si on a une infirmité motrice cérébrale, c'est plutôt une indication plutôt qu'une contre-indication. Si on a une trisomie 21, il faut vacciner. Le fait d'être né prématuré
ou faible poids de naissance, ça ne doit pas faire perdre la chance de se vacciner contre l'hépatite B ou c'est le BCG, l'hépatite B qui sont. Une malnutrition, c'est une indication formelle à la vaccination et non pas une contre-indication. Et même une intervention chirurgicale qui est programmée ou récente, c'est pas une indication, une contre-indication à la vaccination. Les Américains, ils disent même qu'on doit prendre toutes les opportunités d'hospitalisation pour rattraper des gens qui ne se sont pas fait vacciner. Maintenant, je vais vous aborder vaccin par vaccin et ça va être relativement rapide. Le BCG, il n'a pratiquement pas de contre-indication, sauf les déficits immunitaires congénitaux acquis. Par exemple, si vous allez me dire, je ne sais pas, lui, s'il a un déficit immunitaire, d'accord, mais s'il est de mère VIH ou par exemple, s'il a un antécédent de déficit immunitaire primitif dans la famille, on va surseoir un peu à la vaccination avant de vérifier. Mais vraiment, vous voyez, c'est des histoires de chasse. L'ensemble des gens peuvent se faire vacciner pratiquement contre le BCG. J'insiste pour dire que enlever l'opportunité de se faire vacciner par l'hépatite B à la naissance, parce qu'un nouveau-né a un ictère, c'est un contresens. L'ictère, quelle que soit son étiologie, n'est pas une contre-indication à l'HPV à la naissance. Maintenant, on va parler de l'hexavalent, qui est relativement nouveau. Bon, il y a quelques réactions désirables, mais les réactions désirables très fréquentes sont vraiment banales. Elles ne sont pas inquiétantes. Quant aux contre-indications, c'est les antécédents de réactions allergiques lors d'une administration du vaccin, et c'est extrêmement rare. Alors maintenant, dans ce vaccin, il y a la coqueluche, l'anticoqueluche. Je vous rappelle que l'anticoqueluche qu'il y a dans l'hexavalent que nous avons est vraiment un anticoqueluche acellulaire et avec beaucoup moins de contre-indications. Ils n'entendent pas? Ils disent qu'ils n'entendent pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il est technicien. Contre-indication à la vaccination contre la coqueluche, c'est la survenue de troubles de la conscience ou de crises convulsives dans les 7 jours qui suivent la vaccination, à condition d'avoir éliminé une autre cause identifiable. C'est tout. Par contre, si le vaccin, s'il y a une encéphalopathie qui est en train d'évoluer à ce moment-là, ou une épilepsie qui est non contrôlée, on va attendre de la stabiliser. Donc, ce n'est pas une contre-indication définitive, c'est une contre-indication temporaire. On va surseoir temporairement au vaccin anticoquelucheux, mais ensuite, on va le faire. Si, par contre, il y a une affection neurologique stable, s'il y a une histoire familiale de convulsions ou d'autres maladies neurologiques, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination anticoquelucheuse, que ce soit à 2 mois, que ce soit à 4 mois, que ce soit à 12 mois ou que ce soit à 6 ans. Le VPO, c'est un très très bon vaccin qui est très très bien toléré. C'est exceptionnel qu'il y ait des contre-indications. C'est le déficit immunitaire congénital ou acquis. Donc, je vous rappelle, bien que ce ne soit pas le propos, que le VPI, c'est un vaccin inactivé et donc il n'y a pas de contre-indication en cas de déficit immunitaire. Le vaccin antipneumococcique aussi, c'est toujours les allergies connues aux substances actives, aux exceptions à la protéine porteuse, ou bien sûr si un enfant fait une affection fébrile sévère, on a dit plus de 38,5. Donc il n'y a presque pas de contre-indication. Pour le ROR, les contre-indications, c'est des réactions graves à une dose antérieure. C'est assez exceptionnel, hein? Ou bien, comme c'est un vaccin vivant atténué, alors contre la rougeole, la rubéole et les oreillons, c'est un déficit immunitaire congénital ou acquis. Et c'est un vaccin, je veux vous le rappeler, qui est préparé sur culture de fibroblastes de poulet. Il ne contient pas d'œuf et l'allergie à l'œuf
n'est pas une contre-indication au vaccin ROR. Que ça soit très clair, parce que ça se repose souvent et ça continue à se reposer. Alors, je vous rappelle aussi que les vaccins contre les virus vivants peuvent avoir une immunogénicité diminuée lorsqu'ils sont administrés dans les 2 semaines avant, par exemple, l'administration d'immunoglobulines standard ou bien lors de transfusion ou de dérivés du sang. Donc, il va y avoir dans un délai qu'il faudra respecter qui est entre 3 et 11 mois. Le DDS-CAVPI, c'est les mêmes réactions que pour l'hexavalent, réactions allergiques sévères qui sont vraiment exceptionnelles, et les contre-indications, donc ça c'est particulier à l'anticoqueluche. Je vous en ai déjà parlé. Quant au DT qu'on utilise, donc, qu'on appelle communément DT adulte, mais en fait qu'on va utiliser à partir de 11 ans, les réactions indésirables sont très bénignes et les contre-indications, c'est une réaction anaphylactique à une dose antérieure, donc pratiquement jamais de contre-indication. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est que le certificat de contre-indication de vaccination, si un médecin il veut faire une contre-indication, il veut transmettre ça à UPMI, il doit cibler une vaccination particulière. Il ne peut pas dire j'interdis tous les vaccins, c'est j'interdis tel vaccin, etc. Ce certificat, il engage la responsabilité du médecin. Ça peut être très grave s'il fait un certificat sans connaître vraiment les contre-indications. Vous avez vu les contre-indications, elles sont extrêmement rares et les fausses contre-indications sont extrêmement fréquentes. Il engage sa responsabilité. Pourquoi il engage sa responsabilité? Parce que ça a pour conséquence, à titre individuel, de priver l'enfant des avantages de la vaccination qui sont inestimables et à titre collectif, de contribuer à la baisse de la couverture vaccinale, et la couverture vaccinale, elle n'en a vraiment pas besoin. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'on touche l'individu et on touche la santé publique. Voilà, donc réfléchissez avant d'accepter ou de formuler une contre-indication et je vous remercie. Je ne sais pas à qui ça va. Ah oui, je voulais vous parler des enfants sous corticoïdes, mais je pense que Mme Smati en a déjà parlé. Donc, si vous vous voulez que je répète, allons-y. Donc, les vaccinations, un vaccin inactivé, les vaccins vivants, ils devraient être administrés selon le calendrier vaccinal, si possible, avant de commencer une corticothérapie, quand on envisage une corticothérapie au long cours. Pour les vaccins inactivés, c'est au moins 2 semaines avant, et pour les vaccins vivants, c'est au moins 4 semaines avant. Mais on ne peut pas toujours faire ça. Donc, pour les vaccins inactivés, on va reporter l'administration jusqu'à la fin de la corticothérapie si elle est courte. Sinon, on peut les administrer. Pour les vaccins vivants, comme vous l'avez déjà dit, Madame Smati, quand on a fait une corticothérapie de moins de 14 jours, il n'y a pas de contre-indication si elle est inférieure à 2 mg par kilo ou inférieure à 2 mg par jour également. Si ça dure depuis 14 jours ou plus, donc il va y avoir, on attend un arrêt. Et comme c'est les bolus de corticoïdes, on attendra un arrêt, on fera un arrêt de 3 mois. Et je vous remercie. Présenter les principales notions autour de la déclaration des manifestations post-vaccinales indésirables. Donc, on est tous d'accord que les vaccins sont une solution pour prévenir des maladies transmissibles, mais ce sont des produits pharmaceutiques, ce sont des médicaments, et comme tout produit pharmaceutique, ce sont des substances actives qui peuvent avoir des effets indésirables. La pharmacovigilance vaccinale constitue le pilier du système de sécurité vaccinale. Pourquoi? Parce que c'est le processus qui s'intéresse, qui traite donc de la détection, l'évaluation, la compréhension et la communication des événements. Donc, il y a aussi dans la pharmacovigilance. Ce n'est pas allumé le micro, je pense. Alors, je reprends. Donc, aujourd'hui, je vais vous transmettre quelques notions essentielles dans la déclaration des manifestations post-vaccinales.
Donc, on est tous d'accord pour dire que la vaccination est une arme essentielle pour la lutte contre les maladies transmissibles, mais comme tout médicament, les vaccins peuvent être à l'origine de réactions indésirables et que la pharmacovigilance vaccinale est là justement pour détecter, évaluer, comprendre et aussi communiquer autour des événements indésirables. Donc, un événement indésirable, c'est quoi? Post-vaccination, c'est tout événement qui survient après la réalisation de la vaccination. On n'a pas besoin qu'il y ait un lien de causalité qui a été établi. Tout ce qui survient après la vaccination est considéré comme un événement indésirable et doit être déclaré. Donc, l'événement indésirable peut être une manifestation attendue ou non attendue. Ça peut être aussi une manifestation non clinique, juste un paramètre de laboratoire, par exemple, qui est anormal. Bien sûr, ça peut être un symptôme ou carrément une maladie. Comment comment s'expriment ces manifestations post-vaccinales? Donc, on les classe en plusieurs catégories. Il y a les réactions qui surviennent, donc qui sont liées au produit. Ça peut être des réactions liées au vaccin lui-même, que ce soit lié au principe actif ou bien aux composants, adjuvants, conservateurs ou agents stabilisants. Vous avez l'exemple donc de l'érythème au site d'injection. Il y a également des manifestations indésirables qui peuvent être liées à un défaut de qualité du vaccin. C'est très rare, mais ça peut arriver. Il faut rester vigilant sur ce point. Donc, ça inclut toutes les étapes de fabrication du produit. La manifestation indésirable peut être liée à une réaction qui a lieu donc au moment qui est autour de la vaccination, autour du geste. Donc, ça peut être des réactions liées à une erreur d'immunisation, donc soit un incident provoqué par une erreur de manipulation, de prescription ou d'administration du vaccin. Là aussi, on retrouve les erreurs au niveau du stockage et du transport du vaccin. Il y a également, on peut avoir des réactions liées à l'anxiété, donc il y a une réaction chez un enfant et ça peut donner aussi des clusters ou des grappes. Donc, on peut avoir plusieurs cas d'anxiété quand les enfants sont vaccinés en même temps. Et puis, il y a les événements par coïncidence. Donc, il se pourrait qu'il y ait un incident médical qui survient après la vaccination et on découvre que c'est tout à fait par hasard, mais c'est considéré comme une manifestation post-vaccinale indésirable. Et donc, les MPVI, en général, elles sont mineures, elles sont d'évolution favorable, elles apparaissent durant les 48 heures qui suivent l'administration, mais ça peut être des réactions locales ou des réactions systémiques, mais parfois donc il y a des MPVI qui peuvent être graves. Et voici ici sur cette planche les critères de gravité. Donc une MPVI est considérée comme grave lorsqu'il y a un décès, lorsqu'il y a mise en jeu du pronostic vital, lorsqu'il y a une hospitalisation, une prolongation d'hospitalisation, lorsqu'il y a des séquelles, une incapacité significative, une intervention médicale pour éviter une déficience ou un trouble permanent, et des malformations ou des anomalies congénitales lorsque c'est la femme enceinte qui est vaccinée et qu'on a des complications chez le nouveau-né. Donc voici les situations où on parle de MPVI grave. Donc, comment on doit gérer donc, ces MPVI? Toute MPVI, même si elle n'est pas grave, doit être notifiée au CNPN et elle doit être notifiée, je vais vous donner un aperçu des moyens de notification. Et donc, toute MPVI doit être donc prise en charge par le notificateur, traitée, notifiée, donc traiter le patient par le notificateur, le praticien, notifier la MPVI au Centre national de pharmacovigilance et de matériel-vigilance et conseiller aux patients de revenir si des symptômes persistent ou s'aggravent pour reclasser la manifestation éventuellement. Et lorsque la MPVI est grave, donc lorsqu'il y a un événement indésirable post-vaccination et que celui-ci est grave, il faut absolument alerter en premier les autorités, le point focal MPVI qui se retrouve, donc alerter le PSP, le PH, ou directement le CNPN. Vous avez ici le numéro de téléphone. Vous pouvez nous contacter donc pour nous donner l'information rapidement. Et puis l'urgence évidemment, c'est de stabiliser le patient et adresser le patient éventuellement à un hôpital spécialisé et aussi donc notifier en remplissant une fiche de notification des manifestations indésirables pour les transmettre au CNPN. Donc, que faut-il déclarer? Je reviens. Donc, pour insister que tout événement indésirable doit être déclaré, qu'il soit bénin ou grave. Lorsqu'on constate également un produit suspect, une coloration inhabituelle, une suspension dans un flacon, par exemple, il faut déclarer. Lorsqu'on constate également un dispositif d'administration défectueux, là également, il faut déclarer. Alors, qui peut déclarer? Donc, tout professionnel de santé qu'il exerce qu'il soit dans le secteur public ou privé,
privée, donc tous les professionnels, toutes les catégories de professionnels de la santé, ici, comme c'est mentionné sur la planche. Et donc, les déclarations de tout événement doivent se faire donc au Centre national de pharmacovigilance le plus tôt possible pour pouvoir décider rapidement de la nécessité de prendre des mesures. Et la déclaration doit se faire sur la fiche de notification des MPVI qui est dédiée à la vaccinovigilance. C'est la fiche blanche uniformisée qui est donc disponible sur le site Internet du Centre national de pharmacovigilance qui est www.cmpm.org.bz. Donc, vous pouvez donc soumettre en ligne vos déclarations ou bien les envoyer par email, par fax. Vous avez les numéros ici de téléphone et de fax. Et pour veiller à la qualité de la notification et la complétude des informations, c'est important. Mais si vous n'avez pas une information et que l'effet indésirable est grave, transmettez, même si c'est incomplet, on reviendra. De toute façon, vous allez voir qu'on doit revenir pour compléter l'information. Voici ici donc la fiche de notification officielle du CNPN. C'est celle que nous recommandons vivement pour la déclaration. Ici, vous avez notre site Internet sur lequel vous allez trouver donc le formulaire vaccinovigilance. Et puis ici, vous avez donc l'article 177 de la loi 1811 qui oblige la déclaration, qui a rendu obligatoire la déclaration des événements indésirables, donc déclarer aux autorités compétentes en matière de pharmacovigilance les effets indésirables secondaires à l'administration des médicaments, et les vaccins font partie des médicaments. Donc, une fois reçu à notre niveau, nous validons d'abord à notre niveau, au niveau du Centre national de pharmacovigilance. Nous procédons donc à la validation de la notification en vérifiant les informations essentielles qui sont l'identité du patient, l'identité du déclarant, la nature de l'événement indésirable et puis le vaccin incriminé. Ensuite, on enregistre, on va classer la MPVI en fonction de l'exigence pour voir si elle exige ou pas une investigation. Au cas où elle ne nécessite pas, on va juste la communiquer. Si elle nécessite, on va devoir revenir vers vous pour réaliser ce qu'on appelle une investigation. C'est une étape très importante avant de pouvoir étudier le lien de causalité. Et donc, comment se fait donc l'investigation? Dans quel cas on fait une investigation? Lorsqu'on est devant une MPVI grave, lorsqu'on est devant une grappe de MPVI, lorsqu'on va observer une fréquence élevée d'une manifestation indésirable post-vaccinale, même si elle n'est pas grave, quand on a donc une suspicion d'erreur d'immunisation, un événement notable inexpliqué survenu dans les 30 jours suivant la vaccination et des événements inquiétants, les parents ou la communauté. Les investigations aussi peuvent se faire à la demande de la Direction générale de la prévention et de la promotion de la santé. Donc l'investigation, elle est diligentée par le Centre national de pharmacovigilance. On va charger des personnes, soit qui vont se déplacer à partir du centre, ou bien des collaborateurs. On va désigner des collaborateurs techniques au niveau régional qui vont faire le déplacement vers le site où il y a eu la MPVI. L'investigation, donc, elle se fait à différents niveaux. Il va y avoir un entretien avec la personne vaccinée ou ses parents. Des entretiens une visite au niveau du lieu de vaccination et une visite au niveau du lieu de la prise en charge du patient pour donc obtenir les informations nécessaires au dossier. Et le dossier d'investigation, il doit comprendre la fiche de notification correctement renseignée, le formulaire d'investigation propre au CNPN correctement renseigné. Donc vous l'avez ici, le formulaire, ce sont plusieurs pages, c'est l'investigateur qui va venir avec pour le renseigner. Vous avez le dossier médical du patient et aussi son carnet de santé avec les explorations biologiques et radiologiques et le rapport médical détaillé. Donc l'investigation, c'est quoi? Donc ce sont des personnes qui sont désignées, des professionnels de la santé spécialistes en pharmacovigilance, qui ont une formation en pharmacovigilance, qui vont venir se déplacer pour investiguer le cas et ils vont poser une panoplie de questions. Ça va vous paraître parfois excessif, mais c'est 8 rubriques. Ça va de l'état du patient avant l'administration, à la description donc du site de la vaccination, aux conditions de reconstitution, aux conditions de conservation du produit, donc les renseignements à propos de la chaîne de froid. Donc, comme je vous l'ai dit, une panoplie de questions, c'est pour pouvoir donc étudier de façon objective la causalité. Est-ce que le vaccin est responsable de la manifestation indésirable? Donc, les investigations de vaccinovigilance pour les maladies graves sont indispensables pour étudier le lien de causalité entre les vaccins ou le vaccin et la MPVI. Afin d'assurer le bon déroulement et d'améliorer la qualité des investigations, il est important de savoir qu'il faut tout notifier au CNPN directement. Donc pour les cas graves, il faut le faire le plus tôt possible, donc en 24-48 heures. Et ne pas éliminer les prélèvements biologiques, le sang, le LCR, les urines. Donc vous faites des prélèvements quand vous recevez le patient, mais quand il y a une notion de vaccination derrière, essayez de tout garder
tarder jusqu'à ce qu'on finisse l'investigation, parce qu'il est possible qu'on demande des examens complémentaires pour pouvoir donc compléter le diagnostic, pour pouvoir donc rechercher toutes les causes possibles de la manifestation. Et puis, donc là, vous avez le circuit de la déclaration. Donc, nous recevons les déclarations à partir des établissements de santé. Nous revenons vers ces établissements de santé pour faire l'investigation. Ensuite, le dossier est étudié au niveau du centre et soumis à un comité de causalité. Nous avons un comité de causalité constitué d'experts de différents domaines, des cliniciens. Et puis, la décision, ensuite, on communique autour de ce cas. Donc, quelle était réellement la relation ou la force du lien entre le vaccin et la manifestation, et quelles sont les recommandations à prendre en considération. Donc, en conclusion, je répète que la surveillance vaccinale et la gestion des événements indésirables post-vaccinaux dans le pays reposent sur une bonne connaissance de la définition et des aspects des MPVI, la maîtrise des différents protocoles de gestion, la déclaration de toutes les MPVI au Centre national de pharmacovigilance et de matériaux-vigilance. Donc, la déclaration est l'élément clé pour garantir une transparence totale, pour renforcer la confiance du grand public et combattre efficacement la désinformation autour des vaccins. Et je vous remercie. Parmi vous, pour parler de la diphtérie aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, alors la diphtérie, c'est une toxi-infection bactérienne. Bon, elle a un R0 qui est à 5. Donc, elle a un taux de reproduction qui est à 5. Donc, une personne qui est atteinte de diphtérie peut contaminer 5 personnes autour d'elle. Donc, il faut dire que, quand même, c'est une maladie qui reste hautement contagieuse et que c'est un bacille gram positif de la famille des corinibactéries du complexe diphtérie. Ensuite, professeur Marlène, elle va en parler. Et c'est surtout, les infections sont causées par les souches qui sont tox+. Ça veut dire qu'ils ont la toxine qui peut être à l'origine de manifestations graves. C'est une maladie qui est à déclaration obligatoire parce qu'elle est à l'origine d'épidémies. Qu'est-ce que je fais là avec ce... Je refuse. Donc, et l'intérêt de la vaccination dans cette pathologie, c'est d'éliminer les souches, les corinibactérium tox+. Donc, elle ne protège pas contre le pouvoir pathogène du gène, de créer des fausses membranes ou de diffuser dans l'organisme. Mais comme le vaccin, c'est une anatoxine, donc c'est un vaccin qui va aller contre la toxine et éliminer les souches toxinogènes. Donc, l'intérêt de la vaccination de la diphtérie, c'est d'avoir des souches tox moins. Donc, si on élargit la vaccination et on fait une bonne immunisation collective, nous allons avoir des corinibactéries en diphtérie tox- qui vont donner des angines banales. Donc, la forme commune, comme tout le monde sait, c'est une angine pseudomembraneuse. Donc, c'est des fausses membranes qui peuvent être associées à d'autres manifestations toxiniques qui font toute la gravité de cette pathologie, notamment les manifestations myocardiques et neurologiques qui sont potentiellement mortelles. Donc, la transmission de la diphtérie, j'ai dit tout à l'heure qu'elle avait un R0 à 5, interhumaine par les gouttelettes de fluge à partir de malades ou bien des porteurs asymptomatiques. Les malades malheureusement non traités restent contagieux plus de 2 à 3 semaines. Le portage peut durer 6 mois. La transmission par les objets, la poussière et le lait reste accessoire. Et maintenant, nous avons aussi la diphtérie cutanée. Donc, la porte d'entrée, elle peut être soit respiratoire, soit cutanée. Donc, un mot sur l'épidémiologie. Dans le monde, ils considèrent que tous les progrès réalisés en matière de vaccination et de lutte contre cette pathologie a diminué l'incidence de la diphtérie dans le monde et elle a stagné pendant 5 ans, environ à 5 000 cas notifiés chaque année. Et la diphtérie, apparemment, semble réémerger en Europe de l'Ouest, où les cas importés augmentent chez les migrants et les réfugiés, dont la vaccination a fait défaut. En Algérie, grâce quand même à une application du programme élargi de la vaccination et des efforts de l'Algérie, elle a connu une réapparition de la diphtérie durant les années 93, mais les cas notifiés en 2003-2007 ont touché des populations nomades. Mais depuis, grâce au PEV et à l'engagement et à la vaccination et à la bonne couverture, depuis 2007, plus aucun cas n'a été enregistré. Jusqu'en 2019, où les cas sont enregistrés au site du pays, où des cas ont été enregistrés. Donc, depuis 2019, c'est une épidémie qui a progressé très timidement, et surtout dans le sud algérien, et elle a commencé
Bien sûr, nous sommes un pays qui est au milieu nous avons des frontières poreuses, nous avons de l'introduction. Donc, cette épidémie a commencé très progressivement dans le sud algérien. Et il apparaît donc clairement, il ne faut pas oublier qu'il y a eu impact de la Covid-19 sur tous les programmes de santé. Donc, il apparaît très clairement qu'une couverture vaccinale doit être maintenue constamment à un niveau très élevé, dépassant 95%, pour toutes ces vaccinations obligatoires. Alors en Algérie, néanmoins, toujours en Algérie, à partir de plusieurs, il y a eu, j'ai dit tout à l'heure, des cas de diphtérie touchant le sud algérien, notamment les populations mobiles. Et en septembre 2024, on a eu une recrudescence des cas de diphtérie, particulièrement dans les régions comme Port-Bédimortal et Timaoui. Cette émergence, elle est due à des causes multiples, les mouvements des populations à travers les frontières, la baisse de la couverture vaccinale et une faible protection immunitaire au sein des populations. Donc, quand vous voyez sur le graphe, source l'Institut national de santé publique, quand vous voyez l'incidence annuelle entre l'année 2000 et 2023, vous voyez que il n'y a plus rien, et puis hop, en 2022, il y a réapparition. Donc, elle a nettement augmenté, et puis c'est surtout la wilaya Tamanrasset qui a notifié le plus grand nombre de cas, qui a été suivi par El-Oued, ensuite Adra, ensuite Wargla. Donc, sur le plan clinique, il est indispensable de faire un diagnostic précoce de la maladie qui doit être évoqué systématiquement devant une angine à post-membrane, devant toute angine et toute laryngite chez un sujet avec un statut vaccinal incomplet, non vacciné ou inconnu contre la diphtérie, survenant dans un contexte épidémique ou sporadique, et la notion de vaccination antidiphtérique ne doit pas faire éliminer le diagnostic de la diphtérie. Donc, ce qui est important en fait, c'est que c'est une urgence thérapeutique. Parce que c'est une toxi-infection, la toxine fait des dégâts, elle donne des myocardites, la myocardique est mortelle. Donc, urgence thérapeutique pour le patient, mais également une urgence de santé publique afin d'éviter la propagation de la maladie dans la population. Donc, dans la forme commune, c'est l'angine à post-membrane, c'est la plus classique et la plus fréquente. Nous avons les manifestations cliniques qui associent des signes locaux régionaux, qui est due à la bactérie et à les manifestations à distance de la toxine, et la présentation clinique est fonction, bien sûr, de la porte d'entrée de la bactérie. Tout à l'heure, j'avais dit qu'elle pouvait être respiratoire ou cutanée. Donc, selon l'OMS, quand vous voyez les cas confirmés en laboratoire, c'est les cas qui sont confirmés, c'est la personne qui a une culture positive et un résultat positif pour la production de toxines. Et professeur Mahan, après, va bien expliquer, quels que soient les symptômes ou la régie pseudomembraneuse. Les cas épidémiologiques liés, c'est-à-dire les cas contacts, c'est un contact physique ou respiratoire avec un cas confirmé au laboratoire dans les 14 jours qui précèdent l'apparition des maux de gorge. Les cas rejetés, c'est des cultures positives avec un test d'ELEC négatif, c'est-à-dire il est tox moins, ou bien une culture négative et une PCR tox négative. Les cas asymptomatiques ou carrément bénins, c'est une personne qui peut être identifiée avec la bactérie et présenter des signes de toxicité, mais ne pas répondre à la définition clinique car elle est asymptomatique ou souffre seulement d'une maladie bénigne. Et ces personnes doivent toujours être déclarées comme des cas confirmés en laboratoire dans la mesure où leur traitement et la réponse de santé publique sont identiques aux autres cas confirmés en laboratoire. Et le cas compatible, c'est l'absence des tests de laboratoire et de liens épidémiologiques avec un cas confirmé. Donc, parmi les complications de la diphtérie, la plus grave, c'est l'obstruction des voies respiratoires par l'atteinte laryngée, qui est appelée croupe et qui nécessite une trachéotomie en urgence. Et puis, d'après les ORL, la dernière fois, j'avais présenté la diphtérie. L'ORL, il dit pourquoi pas l'intubation. C'est à lui après de voir si on doit intuber ou soit on doit trachéotomiser. Les autres complications, c'est des manifestations toxiniques. Il s'observe que si, j'ai dit tout à l'heure, que si la bactérie était tox+. On a la myocardite, franchement, c'est une complication majeure de la diphtérie et redoutable et très mortelle. Et on a les paralysies, la myocardite, elle fait partie du syndrome de Marfan et elle survient précocement.
dans le cas. Et puis, nous avons les paralysies périphériques qui sont les complications de Grady-Mézard. C'est les complications tardives. Donc, parmi les plus fréquentes, c'est la paralysie vélo-palatine qui arrive avant le 20e jour et qui se manifeste par un reflux des aliments par le nez. Nous avons les paralysies des muscles respiratoires avec un risque de détresse respiratoire. Les paralysies des membres, par contre, elles sont beaucoup plus tardives que les deux premières paralysies et elles surviennent après le 30e jour, réalisant un tableau de polyradiculite névrite bilatérale et symétrique. Sans oublier que parmi les complications, nous avons l'atteinte rénale qui peut donner protéinurie, hématurie et une oligurie. Alors, il s'agit d'une urgence diagnostique au laboratoire. Je passe rapidement parce que le professeur Mohamed va vous expliquer. Prise en charge médicale doit être effectuée sans délai de la réalisation des prélèvements et le diagnostic microbiologique repose sur l'isolement et l'identification bactériologique du germe, mais aussi sur la mise en évidence de la sécrétion de la toxine. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire devant un cas de diphtérie? D'abord, il faut l'isoler, l'hospitaliser, le repos strict. Donc, s'il vous plaît, je demande à toutes les personnes qui prennent en charge les diphtéries dans les différents wilayas de ne pas déplacer leurs patients parce qu'il y a risque de mort subite, il y a risque de myocardite. Et donc, s'il vous plaît, c'est très, très important. Après, je vais vous présenter les... Non, j'insiste quand je vais parler de mes 4 diphtéries que j'ai eues en décembre 2023. Donc, hospitalisation, isolement du cas confirmé avec repos strict, s'il vous plaît, et surveillance médicale vraiment très, très étroite. Mesures de protection, donc toujours, n'oubliez pas, s'il vous plaît, nous avons l'épidémie de Covid quand même, et les gens ont toujours tendance à oublier les mesures d'hygiène standards, donc utilisation de solutions hydroalcooliques, surtout que les 3/4 des professionnels de santé ne sont pas à jour dans leur vaccination diphtérie tétanos. Donc, port de masque pour le patient et le personnel soignant, et toujours se frictionner avec la solution hydroalcoolique. Réaliser les prélèvements pour les tests labo avec avant toute antibiothérapie en spécifiant la suspicion de diphtérie, les mesures thérapeutiques, donc le sérothérapie qui doit être vraiment en extrême urgence parce qu'il doit neutraliser la toxine circulante et l'antibiothérapie pour la destruction du germe. Déclaration obligatoire selon les modalités de notification des maladies à déclaration obligatoire. Alors, la sérothérapie, elle doit être instituée, on commence par la sérothérapie qui est la plus grande urgence, instituée sans délai, sans attendre la confirmation des résultats. Dès qu'il y a suspicion, c'est sérothérapie. Parce qu'une fois fixée sur les tissus, la toxine n'est plus détruite par les antitoxines. Donc, la sérothérapie antidiphthérique doit être la plus précoce possible afin de neutraliser la toxine circulante et d'empêcher la progression de la maladie. Et j'insiste, la sérothérapie. Moi, j'ai eu une patiente qui a été évacuée de Djelfa sous prétexte qu'elle n'avait pas de sérum antidiphtérique. Donc, vous imaginez, elle s'est d'abord, d'ailleurs, elle est décédée, on déplore son décès. Donc, 12 ans, 0 dose. Non vaccinée, sous prétexte qu'il n'y avait pas de sérum antidiphtérique, donc elle a été déplacée. Je pense que là, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une prise de conscience par rapport à l'urgence de la mise en route de la sérothérapie dans l'extrême urgence. L'instruction est claire. L'instruction est claire. La voie intraveineuse, eh ben, la voie intraveineuse est préférée surtout dans les formes sévères, membrane extensive, important, on la dilue avec du sérum salé et parfois on la passe en 2 à 4 heures. La voie IM peut être utilisée dans les formes légères. La posologie, elle est de 2000 à 5000 unités kilo, soit 20 000 à 40 000 en dose totale. Et chez l'adulte, 40 000 à 100 000, mais on peut aller jusqu'à 100 000 selon la gravité de la diphtérie. Alors, tout le monde sait que c'est un sérum équin, donc on est obligé, il y a risque de choc anaphylactique, donc tout ça, c'est bien écrit, bien détaillé dans la circulaire 2023, instruction de la diphtérie. Donc, il faut toujours,
dans le risque, dans l'optique d'avoir un risque de choc anaphylactique, on doit toujours procéder à une sérothérapie selon la méthode de Best-Redcar qui est réalisée donc en sous-cutané 0,1 ml, puis 0,25 ml 15 minutes après. Et si aucune réaction ne se produit pendant 15 minutes, on injecte alors la dose restante. Mais je pense qu'il faut être patient. Il faut utiliser cette méthode de Best-Redcar, c'est parce que c'est très important pour éviter justement ce choc anaphylactique. Et si le malade présente un test de sensibilisation positive, il faut faire la désensibilisation selon le protocole qui est bien identifié au niveau de l'instruction. Alors, donc sérothérapie, antibiotiques, donc pour éradiquer la bactérie et réduire la contagiosité, donc 14 jours pour le patient. Donc, les principaux antibiotiques, nous avons la pénicilline G, administrée par voie intramusculaire, donc 2 à 3 millions par jour pour l'adulte. Et puis, nous avons en fonction du poids pour l'enfant. S'il y a allergie érythromycine, si le patient est allergique à la pénicilline, et puis vous avez dose 40 à 50 mg kg chez l'enfant et l'adulte, c'est en fonction du poids. Et actuellement, le traitement de référence repose sur l'amoxicilline en 3 prises pendant 4 jours par voie intraveineuse au début parce qu'il y a la dysphagie. Donc, ensuite, on passera à la voie orale dès que possible. Et en cas d'allergie, on fait appel à un macrolide. Dans tous les cas, malheureusement, le traitement sera ajusté en fonction de l'antibiogramme parce que je pense que ces derniers temps, nous assistons à une diminution de la sensibilité, voire carrément une résistance. Et le professeur Marlin va en parler en raison de l'antibiorésistance des isolats observés au cours de ces dernières années. Alors, vacciner le patient aussi, donc sérothérapie, antibiothérapie, vaccination, sachant que la diphtérie n'est pas une maladie immunisante. À l'issue de la guérison, on doit vacciner, donc la vaccination doit être systématique en relais de la sérothérapie selon une modalité qui est liée au statut vaccinal antérieur et aux recommandations du calendrier vaccinal en vigueur. Alors, que faire avec c'est une maladie R0 égale à 5. Donc, c'est une toxi-infection contagieuse. Donc, il faut traiter le patient et traiter les sujets contacts. Donc, entreprendre une enquête épidémiologique pour voir les nouveaux cas, pour limiter la propagation de la maladie. Donc, prélèvement de gorge chez les sujets contacts en vue de dépister les porteurs sains. Systématiquement, une antibioprophylaxie chez les sujets contacts, donc benzatine pénicilline, donc en une seule dose, donc 600 000 plus de 27 kg, moins de 27 kg et 1 200 000 moins de 27 kg, plus de 27 kg, pardon. Et le patient doit être soumis, et en cas d'allergie, vous allez changer à un macrolide, et le patient doit être soumis à un isolement respiratoire maintenu jusqu'au résultat négatif. Vous imaginez, il balade des patients isolement, ça veut dire que de son lit, il ne bouge pas. On ne reçoit pas, il reçoit les visiteurs. Et puis, on ne décidera, c'est-à-dire, on lèvera l'isolement respiratoire qu'après 2 prélèvements de gorge négatifs à 48 heures d'intervalle, après l'arrêt de l'antibiotique, et un contrôle à J30 est nécessaire pour les rechutes. Alors, procéder aussi à la vaccination des sujets contacts selon leur statut vaccinal. Et là, tout à l'heure, elle avait parlé de professeur Smati. Donc, s'il est inconnu, c'est une dose vaccinale. Donc, pour les contacts qui ont un statut vaccinal inconnu ou bien non vacciné, donc une dose 6 semaines à 2 mois d'intervalle et une dose de rappel 6 mois, on peut aller jusqu'à 1 an. Et chez les sujets contacts vaccinés plus d'1 an et plus de 5 ans, administrer une dose de rappel. Et la vaccination est obligatoire chez les professionnels de santé. 6 mois. Donc, quelles sont les stratégies rapidement? Alors, pour justement riposter contre cette épidémie, il faut une surveillance épidémiologique, renforcer la détection rapide et le traçage des contacts pour réduire la transmission de la maladie, les campagnes de vaccination pour protéger les populations à risque massif, traitement des cas. Alors je demande et je supplie, assurer, il faut que tout le monde soit doté pour
assurer une prise en charge efficace des cas pour réduire la mortalité, surtout la disponibilité du sérum antidiphtérique, pour ne pas faire justement ces transferts de wilaya en wilaya et mettre au péril la vie de ces patients. Dans le cadre de la communication, sensibilisation, éduquer sur l'importance de la vaccination et ses symptômes et renforcer le système de santé pour prévenir les futures épidémies. Donc, renforcer les campagnes de vaccination, améliorer les infrastructures, lutter contre les rumeurs, et Madame Benhalal a bien parlé des fausses contre-indications, et donc les leaders locaux jouent un rôle important dans leur communauté dès lors qu'ils peuvent aider à lever les résistances, lutter contre les rumeurs et gérer d'autres situations pouvant affecter la réussite des séances de vaccination. Donc, l'expérience qu'on a eue, donc j'ai commencé mon résidanat en 1993 avec une épidémie, donc et là, je suis en fin de carrière et je revois les mêmes. Donc, j'ai eu, alors, en décembre 2023, donc 4 enfants ont été hospitalisés dans le service Al-Qatar, donc fillette de 13 ans, son frère de 11 ans, le cousin de 5 ans et un garçon qui était voisin de 11 ans. Donc non vaccinés, 0 dose ou incorrectement vaccinés, évacués de la même région de Djelfa, prise en charge d'une angine fausse membrane compliquée de myocardite. Et on a déploré un décès, c'était une angine diphtérique maligne. Elle a été transférée, elle est décédée le lendemain dans le service de réanimation. Et tous les cas ont été confirmés, culture et PCR, TOX+, à sensibilité intermédiaire à l'amoxicilline. Donc, ils ont tous bénéficié d'une sérovaccination, un repos strict jusqu'à antibiothérapie, et puis ils avaient des problèmes de troponine, donc la cinétique des troponines pour qu'elle soit normalisée, et puis sur le plan, et je remercie le professeur Djala qui a suivi avec moi ces enfants, et donc on était en étroite collaboration, et sur le plan électrique, il y avait des troubles du rythme, on avait des blocs, c'était catastrophique. Donc pour vous dire, la prise en charge, ne pas déplacer, s'il vous plaît. Il faut que vous assuriez, c'est très facile de prendre en charge une diphtérie, c'est le antidiphtérique, antibiothérapie, vaccination et repos strict au lit avec les mesures d'hygiène standard. Donc voilà mes patientes, voilà, donc vous voyez là, c'est vraiment, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ces fausses membranes depuis que j'étais jeune. Et là c'est une angine diphtérique maligne qui a fait une extension, qui a fait un syndrome hémorragique avec des troponines élevées, et donc elle est morte en réanimation le lendemain de son hospitalisation. Donc, diphtérie, pathologie à potentiel mortel, heureusement évitable par la vaccination. Diminution de couverture a entraîné sa réémergence avec foyer épidémique, mais il y a eu des raisons pour ça, pour la faible. Et puis l'intérêt d'une surveillance stricte de l'application du programme élargi de la vaccination. Et je termine, vaccinez-vous, la diphtérie est de retour, et je vous remercie. On va passer à la coqueluche. Et vous le savez certainement, comme dans beaucoup de pays, il y a une résurgence de la coqueluche en Algérie. Donc on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on va faire. Alors, vous le savez, la coqueluche, c'est une maladie infectieuse respiratoire strictement humaine. Vous le savez, c'est une maladie qui est très contagieuse. Sa contagiosité, elle approche celle de la rougeole, c'est-à-dire qu'un cas index peut contaminer entre 12 et 17 personnes. Que toutes les tranches d'âge sont concernées, mais évidemment, ce sont surtout les petits nourrissons qui payent le plus lourd tribut parce que ce sont eux, et en particulier les moins de 3 mois, qui font les formes graves parce que ces tout petits ne sont pas vaccinés ou ils ne sont pas encore suffisamment protégés par la vaccination. Et donc, ce sont eux qui, justement, courent le plus grand risque. Donc, on ne sait pas quelle est exactement la part de la coqueluche dans les causes de mortalité infantile, mais certainement qu'elle est bien présente, ou elle est présente en tout cas. Et donc, comme on l'a dit pour les précédentes maladies, c'est une maladie à prévention vaccinale. Ça, c'est les données épidémiologiques mondiales pour vous montrer que la coqueluche, c'est un problème mondial, qu'il y a des résurgences et qu'il y a des cycles épidémiques qui reviennent régulièrement, qu'aujourd'hui, malgré la vaccination, malgré les couvertures vaccinales élevées pour beaucoup de pays d'Europe, on a encore cette maladie qui circule, cette bactérie
qui circule et qui est responsable de près de 160 000 décès d'enfants par an dans le monde. La vaccination, c'est vraiment la clé de voûte de la prévention de cette maladie et c'est pour ça qu'on va insister beaucoup. On va refaire un petit flashback en arrière pour revoir un petit peu ce qu'a été la vaccination contre la coqueluche en Algérie. Madame Smati l'a dit dans sa présentation en introduction que la vaccination contre la coqueluche a été une des premières vaccinations et vaccinations obligatoires depuis l'instauration de la vaccination en Algérie en 69. Ensuite, à partir des modifications, les modifications les plus importantes du calendrier vaccinal, ça a été, comme vous le savez, en 2016, sur le calendrier de 2016, qui était déjà entériné en 2014, sur lequel on a gardé un vaccin coqueluche, bien entendu germentier, et sur lequel on a fait un changement de schéma vaccinal, puisqu'on a fait un schéma 2+1, c'est-à-dire une primo-vaccination à 2 doses, un rappel à 12 mois, et pour la première fois, on a introduit un rappel à 6 ans, parce que jusqu'en 2016, tous ceux qui sont nés avant ont eu leur dernier rappel à l'âge de 18 mois. Donc vous imaginez, ils sont très loin d'être protégés contre la coqueluche. Et en cela, quand on a fait ces changements en 2016, on a tenu compte des recommandations de l'OMS, d'ailleurs recommandations de l'OMS qui ont été émises en juillet 2014 et qui ont toujours cours aujourd'hui, dans lequel l'OMS recommande pour la coqueluche une vaccination la plus précoce possible. Ils disent même dès 6 semaines. Nous, on est à 8 semaines, au plus tard, ils disent 8 semaines. Ça montre bien qu'en matière de coqueluche, il faut être très précoce. Donc, quand dans notre calendrier, on dit que la première dose est à 8 semaines, c'est-à-dire à 2 mois, tout retard est un retard qui va être préjudiciable et qui va porter atteinte à la santé de ce petit nourrisson, parce que s'il est en contact avec Bordetella pertussis, eh bien, il va faire une coqueluche sévère, une forme grave, et il peut en décéder. Et bien sûr, l'OMS dit que pour qu'on soit efficace, il faut un taux de couverture vaccinale élevé, supérieur à 3, au moins, supérieur ou égal à 90%. Donc voilà, c'est sur ces bases-là que nous, on a fait ce changement en 2016, application 2016. On doit se rappeler qu'une dose de vaccin réduit de 50% le risque, c'est-à-dire protège à 50%, 2 doses protègent à 80%, mais si on ne va pas jusqu'au bout de la série avec les vaccins, eh bien, il reste un nombre important d'enfants qui ne seront pas protégés. L'OMS a soulevé la question de quel vaccin, est-ce qu'on fait un germentier, est-ce qu'on fait un acellulaire, et a répondu en disant que sur la protection initiale, c'est-à-dire dans les 2 premières années de vie, l'immunogénicité est strictement la même. Ensuite, c'est pour ça que la majorité des pays, d'ailleurs européens et des pays occidentaux, ont adopté un vaccin coqueluche acellulaire versus un germentier que nous avons gardé jusqu'en février 2023, je vous rappelle, puisque ce n'est que sur le changement de février 2023 que nous avons introduit l'hexavalent et donc un coqueluche acellulaire pour réduire justement tous les effets indésirables, pour diminuer la réactogénicité, parce qu'on constatait bien que dans la pratique, les retards vaccinaux, les absences de vaccination sur la coqueluche devenaient beaucoup trop importants du fait de ces effets indésirables. Donc, un petit rappel également sur l'histoire de la coqueluche en Algérie et l'évolution de son incidence, avec des poussées, des flambées épidémiques régulières tous les 5 à 10 ans. Évidemment, avant la vaccination, l'incidence de la coqueluche était élevée, puis au fur et à mesure de cette vaccination, avec, je vous le rappelle, jusqu'à, on va dire, 2019, un très bon taux de couverture vaccinale, eh bien, on a vu pratiquement s'écraser et disparaître la coqueluche. On a eu des épidémies,
on va dire, des flambées épidémiques. La première qui a été enregistrée, c'était 2012-2013, dans plusieurs régions du pays. Et à ce moment-là, on avait enregistré, ça c'est la partie visible de l'iceberg, parce qu'on n'a pas pu voir tous les patients, on n'a pas pu prélever tous les patients, mais il y avait quand même près de 300-400 cas qui ont été investigués. Et sur les 400 cas qui ont été investigués, on avait un pourcentage de PCR positif de 50%. Ce qui était très important, c'est qu'on a déterminé que, et bien sûr, c'était les moins de 3 mois, en particulier moins de 6 mois et encore plus les moins de 3 mois, qui étaient les victimes de la coqueluche, et qu'on a constaté que parmi eux, 80% n'étaient pas vaccinés. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que cette étude elle nous a montré qu'en fait, le contaminateur, c'était l'entourage proche, et dans l'entourage proche, c'était la mère. Ce qui ne nous étonne pas, puisque la mère, elle n'était plus protégée contre la coqueluche depuis fort longtemps, c'est-à-dire depuis ses 18 mois. Et donc, elle a fait une forme de l'adulte et elle a contaminé son bébé. Donc, la deuxième donnée, je vous parle des données qu'on a factuelles, des datas, c'est une étude qui avait été faite sur une année pratiquement, toute l'année 2016, jusqu'à l'année 2017, en fait, sur 2 ans. C'est Madame Mahran qui avait fait ça à Parnay, et on avait regardé tous les prélèvements qu'elle avait reçus pour suspicion de coqueluche, et sur les 200 prélèvements qu'elle avait reçus, elle avait un taux de pourcentage de positivité de l'ordre de 35%, et là encore, elle a montré que 90% c'était des moins de 6 mois. Et enfin, les dernières données qu'on a, c'est l'épidémie actuelle. Sur l'épidémie actuelle, vous le savez, janvier 2023 à ce jour, on a, et ça c'est les chiffres de octobre, c'est-à-dire qu'on est en retard, les chiffres actuels, vous les aurez probablement si vous venez assister au congrès de la Société algérienne de pédiatrie qui a lieu le 18, 19, 20 décembre à l'Horacie, et on va reparler de ces maladies évitables par la vaccination, en particulier coqueluche et diphtérie. Donc à cette date-là, on avait à peu près de 300 prélèvements qui avaient été adressés pour suspicion, 80% étaient positifs. Donc ça veut dire que là, la bactérie, elle circule très très bien, et que cette épidémie, s'est rapidement disséminée un petit peu partout. Elle a commencé au sud, et puis elle est remontée vers la région du nord, et elle a touché plusieurs pays. Et encore une fois, on a montré que 82% des enfants qui avaient été touchés ici étaient non vaccinés ou partiellement vaccinés. Donc voilà pourquoi on dit recul de la vaccination, retour des maladies évitables par la vaccination, ce qui est normalement vraiment quelque chose qui devrait nous poser un problème à tous. Alors on a essayé de comprendre pourquoi il y avait cette résurgence, et il y a plusieurs explications à cette résurgence. Les plus vraisemblables, celles qui sont les plus, on va dire, cohérentes, c'est d'abord l'insuffisance de la vaccination, parce que oui, ça on le sait, si la couverture vaccinale baisse, si les enfants ne sont pas vaccinés, eh bien, ils ne sont pas protégés, ils sont vulnérables. Et on se pose la question de la part de la Covid, parce qu'on le sait, la Covid, pendant toute la Covid, la bactérie, elle n'a pas circulé. Donc, quand la bactérie ne circule pas, même sur un petit fond, sans véritablement donner des poussées, eh bien, elle contribue à, en quelque sorte, protéger. Mais si elle ne circule pas pendant longtemps, eh bien, les personnes ne rencontrent pas la bactérie, elles ne fabriquent pas d'anticorps, elles ne sont pas protégées, et lorsqu'elle réapparaît, eh bien, les personnes contaminées vont faire des formes sévères. Donc, il faut que, dorénavant, on le sait, la coqueluche, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Certes, chez nous, elle ne fait pas l'objet d'une surveillance active, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller la chercher, mais que tout praticien qui est en contact avec une coqueluche ou qui a une suspicion de coqueluche, on va voir quels sont les cas qui sont déclarés selon l'OMS. Alors, on considère, d'abord, c'est quoi un cas suspect? Un cas suspect, c'est une personne qui présente une toux qui dure depuis plus de 2 semaines. Et en cela, on pense aux adultes. On pense aux adultes parce que c'est eux les contaminateurs. Ou bien, quand on est chez un petit, une toux de n'importe quelle durée, ou a fortiori, une personne qui tousse et qui est en contact, on est en période d'épidémie,
sans autre diagnostic plus probable. Évidemment, les enfants qui toussent, ils sont en légion, mais on va trouver un diagnostic. Mais si on ne trouve pas de diagnostic, et si cette toux, elle s'accompagne, elle est sous forme de quinte de toux, elle s'accompagne de reprise inspiratoire, elle s'accompagne de vomissements post-tussifs, a fortiori d'apnée, surtout chez les tout petits, eh bien, ça devient une forte suspicion de coqueluche. Ou alors, ça peut être simplement le médecin qui dit « Moi, cette quinte de toux, cet enfant qui tousse, franchement, ça me rappelle une coqueluche. » Ça suffit pour dire que c'est un cas suspect de coqueluche. Le cas confirmé, c'est soit le cas qui va être confirmé par la confirmation microbiologique par le laboratoire, soit le lien épidémiologique. Ça veut dire que cet enfant, il est dans une famille, il y a déjà une personne qui a été confirmée, l'enfant se met à tousser, ben, c'est un lien épidémiologique. Donc, c'est suffisant pour dire que c'est une coqueluche et c'est suffisant pour déclarer, parce que le plus important ici, c'est de déclarer. Alors, donc, ces enfants qui vont faire la coqueluche, eh ben, c'est non vaccinés. Malheureusement, ils vont faire des formes graves, surtout chez le petit nourrisson, ou alors ils vont faire vraiment la forme typique chez l'enfant, alors que l'adulte, lui, il va pouvoir passer totalement inaperçu. C'est-à-dire qu'on n'y pensera pas, ou il y aura soit simplement un portage asymptomatique. Pour rappel, puisqu'on est ensemble, on doit se rappeler que la coqueluche, c'est une maladie qui évolue sur plusieurs semaines. Elle a une période d'incubation de déjà une dizaine de jours, puis ensuite, les symptômes vont apparaître progressivement sur une à deux semaines, avant de devenir vraiment persistants et évocateurs. C'est ce qu'on appelle la phase paroxystique. Et puis ensuite, eh bien, il faut savoir que pendant au moins, peut-être au-delà de 1 mois, l'enfant reste convalescent et fatigué par cette période de toux. La confirmation, Madame Mahlan, elle va y revenir, mais simplement pour vous dire qu'on a soit la culture, on va isoler Bordetella pertussis, soit on va faire la PCR pour mettre en évidence les séquences génomiques de la bactérie, soit, et je pense qu'on a très peu de place pour la sérologie maintenant. Donc, en fonction du timing, en fonction de ce cycle que je viens de vous donner, on va privilégier l'une ou l'autre méthode, mais vous voyez bien que la PCR, elle reste presque, on va dire, à toutes les étapes de la maladie. Alors pourquoi on a été très tranquille avec la coqueluche et puis on a eu toutes ces poussées épidémiques. Donc on l'a dit, on a commencé à en parler, la baisse de la couverture vaccinale. L'efficacité des vaccins, c'est une question qui a été posée à l'échelle mondiale. Le calendrier vaccinal, est-ce que ça suffit de faire... On a compris qu'un seul rappel à 18 mois, ce n'était pas suffisant. On a mis un deuxième rappel à l'âge de 6 ans, mais je vous rappelle que ce rappel à l'âge de 6 ans, ce n'est que maintenant qu'il est appliqué, puisque c'était cohorte de naissance. Est-ce qu'il y a besoin de plus de rappels? Tout ça, c'est des questions qui sont posées parce qu'il faut toujours tirer les leçons des épidémies. Quand il y a une épidémie, on s'interroge, on cherche des raisons et on essaye d'apporter des réponses. Donc, je vous rappelle que le bébé, il est vacciné de 4-12 mois, son rappel à 6 ans, qu'à partir de 6 ans, il n'y a plus rien, mais que cette protection, elle diminue avec le temps, et que donc l'adolescent, le jeune, l'adulte, lui, n'est pas protégé, et il va héberger la bactérie, plus ou moins il va être malade, et il va être, comme on l'a vu, par les mamans qui contaminent les enfants, il va être le responsable de la contamination du nourrisson qui est incomplètement vacciné. Donc, si les bébés ne sont pas vaccinés en temps et en heure, c'est-à-dire la première dose à 2 mois, la deuxième dose à 4 mois, la troisième dose à 12 mois et le rappel à 6 ans, si on n'applique pas en temps et en heure, eh bien, on passe à côté et on met ces petits bébés en situation de risque de mortalité s'ils attrapent la coqueluche. Donc l'histoire, ça je vais passer et je vais simplement dire que ce sont effectivement les adolescents et les adultes qui vivent au contact des petits, qui sont la source de contamination très importante de ces jeunes nourrissons qui ne sont pas encore vaccinés. Et c'est ce qu'on a revu dans toutes les données factuelles qu'on avait. D'accord? Regardons ce qui se passe un peu dans le monde pour dire comment ça se répartit
germe entier acellulaire. Nous, on est en bleu, mais en fait, maintenant, parce que ça fait 2019, mais maintenant, on est en rouge, c'est-à-dire qu'on est acellulaire depuis février 2019. Et si vous voyez la répartition, ben, c'est les pays occidentaux, c'est les pays, on va dire, riches qui ont le vaccin acellulaire, parce que c'est l'option qui a été choisie en raison des effets indésirables importants liés à l'utilisation d'un germe entier. Ceci, on le sait, l'immunité initiale, elle est la même. La durée de la protection, elle change un petit peu. On va dire 10 ans pour la maladie, mais ça me rappelle le fait que je dois vous dire que la maladie ne protège pas de façon définitive contre la coqueluche. Donc, même lorsqu'un bébé a fait la coqueluche, il sort de l'hôpital, il est rétabli, il a passé sa convalescence, il faut le vacciner contre la coqueluche. Et il ne faut pas lui dire non, c'est contre-indiqué. Donc, ça, c'est important. Donc, ces données mondiales fait que le monde entier est, est mobilisé maintenant pour de nouveau appuyer les mêmes messages, vacciner les petits nourrissons, protéger les nourrissons contre les formes graves et mortelles, donner les premières doses en temps opportun et bien sûr, dans la majorité des pays, on réfléchit à d'autres stratégies de vaccination, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui dans la campagne des 0,5 ans, ces stratégies futures, on aura l'occasion dans d'autres circonstances d'en reparler pour consolider et vraiment consolider la protection de ces bébés parce que chez eux, la vaccination, c'est le seul moyen de les protéger et de les mettre à l'abri. On sait que c'est les mères qui contaminent, donc il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Ça fait partie des stratégies futures et ça permettra de protéger tous ceux qui sont très jeunes et qui n'ont pas eu leur vaccin encore. Et là, je ne vois pas ce qu'il y a. Est-ce que c'est le calendrier 2023 simplement pour rappeler? Et peut-être, je vous ai remis ici les dernières recommandations de l'OMS, avril 2024. Avril 2024, l'OMS a dit que tout vaccin contenant diphtérie, tétanos, coqueluche doit comporter 3 doses. 3 doses. Ils mettent, parce que le calendrier de l'OMS c'est 3+1, et ils disent 2 rappels 12-23 mois et 4-7 ans. Et ils ajoutent ici un rappel 9-14 ans, mais nous, on est sur 0,5 ans. Donc nous, dans 0,5 ans, tout enfant devrait avoir reçu 3 doses de diphtérie, tétanos, coqueluche. Enfin, maintenant, on a l'hexa, donc 3 doses de l'hexa. Voilà. Et encore une fois, pour finir ici et vous dire que la coqueluche n'est pas une maladie immunisante. On peut avoir plusieurs fois la coqueluche. Et donc, une fois qu'on a fait la maladie, il faut poursuivre et il faut compléter le calendrier, il faut compléter la vaccination selon le calendrier national. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, si on a répondre aux questions. Merci. Merci, Madame Bokhari. Donc, après diphtérie et coqueluche. Justement, de la diphtérie et de la coqueluche, on m'a demandé un peu de mettre l'accent sur la qualité du prélèvement, qui ciblait en prélèvement et comment on fait pour acheminer les prélèvements. C'est surtout ça. Je vais un peu aussi développer quelques techniques microbiologiques qu'on utilise au laboratoire pour la mise en évidence des agents en cause. Je commencerai par dire que la diphtérie et la coqueluche sont des maladies qui sont évitables par la vaccination et qui font partie de notre programme élargi de vaccination et que toute baisse de cette couverture vaccinale dont on en parle depuis ce matin va entraîner la réémergence de ces pathologies, chose que nous avons rencontrées sur le terrain récemment. La maîtrise, bien sûr, de toute situation épidémiologique va passer par un diagnostic qui est efficient. Qui dit diagnostic efficient dit bien sûr cibler une population qui est à risque de faire donc ces pathologies. Et dans un premier temps, je vais bien sûr développer le diagnostic microbiologique de la diphtérie, qui est considéré bien sûr comme une urgence diagnostique et surtout thérapeutique, et cela conformément à l'instruction qui a été déjà publiée. Je rappelle, comme a dit tout à l'heure le Dr Zertal, que la diphtérie est causée par
3 espèces qui font partie du complexe diphthérié, Corynebacterium diphtheriae, ulcérans pseudotuberculosis, mais ce sont surtout ce qui nous intéresse, les souches qui sont porteuses du gène TOX, c'est-à-dire des souches toxinogènes. Bien sûr, qui dit souche toxinogène, c'est-à-dire que nous avons d'abord l'effet de la bactérie qui se produit localement au niveau donc, des voies respiratoires et à distance, qui est bien sûr dû à l'effet de la toxine. Si on regarde cette figure, c'est juste pour vous rappeler les périodes d'incubation, c'est-à-dire après un contact avec un cas. Vous pouvez donc développer les symptômes au bout de 4 jours. Ça commence par des symptômes locaux. C'est la présence du germe au niveau du pharynx et nasal. Et après 1 semaine, 2 semaines, si le patient n'est pas pris correctement en charge, on risque d'avoir les complications. On commence par les complications cardiaques et tardivement par les complications neurologiques. C'est surtout à ce moment-là qu'il faut prélever, c'est-à-dire à partir du début des symptômes, c'est là où on peut obtenir de la culture et surtout obtenir donc la souche qui va bien sûr nous intéresser pour faire tout ce qui est identification, prouver que c'est une souche toxinogène et bien sûr passer par les tests de sensibilité aux antibiotiques. C'est juste pour visualiser un peu ce qu'il faut faire. Ce sont un peu les aspects cliniques donc, de la diphtérie. C'est surtout l'angine diphtérique. C'est celle-là qu'il faut donc traquer au départ. Donc, rechercher ces symptômes au niveau donc, de la gorge. Mais il y a aussi les manifestations cutanées qu'on peut rencontrer et ces lésions qu'il faut prélever, bien sûr, et ne pas omettre cette entité clinique parce que nous avons rencontré aussi sur le terrain des entités cliniques qui sont faites de diphtérie cutanée. Finalement, on va prélever qui? C'est surtout savoir qui prélever. Bien sûr, devant tout cas suspect de diphtérie, il faut prélever. Il y a des critères cliniques qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire la présence d'une pharyngite, d'une rhinopharyngite, mais pas la pharyngite et la rhinopharyngite qu'on rencontre dans la période hivernale, c'est-à-dire qui est due au virus. C'est surtout aussi la présence de cette pseudomembrane qu'il faut cibler, qui doit être adhérente au pharynx et aux amygdales, qu'il faut rechercher. Et bien sûr, il faut aussi faire une anamnèse qui est correcte et bien sûr cibler les critères épidémiologiques, c'est-à-dire insister auprès du patient, est-ce qu'il y a eu un voyage en zone d'endémie ou d'épidémie au cours des 10 derniers jours? Est-ce qu'il y a eu un contact étroit avec un patient qui revient d'une zone d'endémie? Et bien sûr, s'il y a un contact présent avec un cas de diphtérie confirmé. Avant tout prélèvement, il est très important de respecter les règles d'hygiène et de sécurité. C'est toujours, comme l'a dit tout à l'heure Dr Zertal, c'est une maladie qui est contagieuse. Il y a bien sûr des mesures qu'il faut prendre au départ. Il est important que le personnel de santé soit formé sur ce plan. Il doit porter tout ce qui est équipement donc, de protection individuelle, à savoir le masque de type FFP2, des gants, une blouse blanche surtout, et des lunettes, bien sûr, pour être protégé contre tout événement. Bien sûr, et on n'insistera jamais assez pour dire que le personnel de santé doit être correctement vacciné avec les doses de rappel requises du vaccin contre la diphtérie, sachant qu'on est tous confrontés à être en contact avec des personnes qui sont atteintes et insister toujours sur le lavage des mains avant et après la réalisation de tout prélèvement. Tout prélèvement doit être réalisé avant toute antibiothérapie pour donner toutes les chances à la culture, c'est-à-dire pour qu'on puisse avoir le germe. En cas de forme respiratoire, il est important de prélever au niveau pharyngé, c'est-à-dire la gorge, qui est réalisé à l'extrémité ou en dessous de toute pseudomembrane présente. Un prélèvement nasal, je vous assure que souvent on l'a dans le nasal par rapport au site pharyngé. Et bien sûr, quand on peut prélever la fausse membrane, il faut le faire séparément dans un autre tube, ça c'est important, sachant que cette membrane, elle doit être détachable, donc ça se détache et vous pouvez la prélever. C'est ce qu'on appelle la présence d'une pseudo-membrane. Bien sûr, en cas de diphtérie cutanée, il faut prélever et faire un prélèvement cutanéo-muqueux. Ce tableau, c'est pour résumer les conditions à respecter au moment de faire le prélèvement. Bien sûr, quand on fait un écouvillonnage pharyngé et un écouvillonnage nasal,
il faut toujours spécifier sur l'écouvillon le site de prélèvement. C'est important pour nous de savoir est-ce nous sommes au niveau du pharynx ou au niveau nasal. Bien sûr, l'écouvillonnage nasal et pharyngé, il est destiné pour deux techniques de laboratoire qui sont très importantes pour le diagnostic de la diphtérie, la culture et bien sûr la PCR. Ces prélèvements doivent être réalisés, alors ça on insiste, pour la culture avec un écouvillon en coton ou en dacran. Par contre, pour la PCR, il faut utiliser un écouvillon en dacran ou en polyester. Parce qu'un écouvillon en coton, ça risque d'inhiber la PCR. On ne peut pas faire une PCR sur un écouvillon en coton. Le transport doit être, bien sûr, possible immédiatement à température ambiante. Ne rajoutez rien dans les écouvillons, s'il vous plaît, parce qu'on a été confronté à des situations où il y avait beaucoup d'eau physiologique à l'intérieur. Malheureusement, ça peut compromettre la culture, ça peut compromettre aussi le rendu de résultat en matière de PCR. Utilisez des milieux de transport, mais pas le milieu qu'on utilise, s'il vous plaît, pour le transport des écouvillons pour la recherche de la Covid. Ça, c'est proscrit. Il faut utiliser le milieu Amiès, le milieu de steward, ou carrément laisser le tube stérile. C'est beaucoup plus simple pour nous pour réaliser le diagnostic. La fausse membrane, elle doit être prélevée séparément dans un tube stérile ou avec l'écouvillon. Vous allez l'adresser pour culture et PCR, bien sûr, et celle-là, elle est réalisée par des pinces. Dès que vous avez des pinces, vous pouvez détacher donc cette membrane et la mettre carrément dans un écouvillon ou dans un tube et vous transportez rapidement. À défaut du transport rapide, vous pouvez garder tout ça au frigo, tout simplement, sans mettre dedans quoi que ce soit. Donc, vous pouvez mettre juste un tout petit peu d'eau physiologique pour ne pas que ça sèche immédiatement. Bien sûr, vous allez procéder à l'étiquetement de tous les prélèvements et vous devez bien sûr inscrire correctement. Ça, c'est une demande franchement qu'on insiste dessus. Le nom, le prénom. Parfois, on a des confusions. Le prélèvement est réalisé chez un patient, ce qui est inscrit sur la fiche, ce qui est inscrit sur le tube. C'est pas la même chose. On risque de rejeter le prélèvement pour des problèmes ainsi. Malheureusement, il faut préciser, je réitère, le site de prélèvement, c'est important. L'origine, c'est-à-dire ça vient de quelle région, et puis la date et l'heure. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on va procéder dans un deuxième temps à faire des contrôles chez ces patients. Tout prélèvement doit être accompagné, bien sûr, d'une fiche de renseignement, et la fiche de renseignement doit préciser si on est devant un cas suspect ou un cas contact. C'est parce que la démarche n'est pas la même. Il faut préciser le statut vaccinal et l'antibiothérapie qui est en cours si elle a été débutée. Voici la fiche qu'on partage sur notre site. Souvent, c'est une fiche qui comporte l'essentiel des renseignements à remplir. Sur le plan traitement donc, des prélèvements au niveau du laboratoire, nous aussi au niveau du laboratoire, on prend toutes les mesures nécessaires. Le prélèvement, il est fait bien sûr après évaluation de risque, toujours dans un laboratoire de type P2, c'est-à-dire nous mettons les EPI et nous travaillons sous hôte. C'est-à-dire j'invite ceux qui sont dans des laboratoires, si vous avez une suspicion, bien sûr, de diphtérie à traiter ou à manipuler, il est primordial de disposer au moins d'un PSM type A2 et bien sûr de porter les équipements de protection individuelle et d'être à jour toujours, bien sûr, par rapport à la vaccination antidiphtérique. Comment peut-on procéder au niveau du laboratoire? Ça veut dire ce qu'on reçoit comme prélèvement, que ce soit des écouvillons ou bien une fausse membrane. Nous allons procéder dans un premier temps, après qualification des prélèvements, je le dis bien, qualification du prélèvement, c'est-à-dire on doit juger est-ce qu'on peut faire en même temps la PCR et la culture, chose qu'on fait quand il y a la possibilité de le faire. Quand le prélèvement n'est pas conforme, on favorise toujours, bien sûr, la culture. Malheureusement, on est conditionné par la qualité du prélèvement, bien sûr, pour une qualité de résultat au bout de la chaîne. Le premier jour, donc, on procède à une PCR, on recherche directement le gène tox. Pourquoi on cible le gène tox? Parce que dans la définition de la diphtérie, ce sont les souches toxinogènes qui nous intéressent. Dès qu'on a un résultat qui est positif, on transmet et on déclare. C'est ce qu'on fait systématiquement. On lance la culture. Bien sûr, la culture, elle va servir à isoler, identifier Corynebacterium diphtheriae. Je vous dirais que pour la culture, ça prend minimum
72 heures. Pourquoi? Parce qu'on travaille à partir d'un site où il y a une flore bactérienne et il faut savoir repérer le Corynebacterium diphtheria parmi cette flore. Parfois, nous recevons des prélèvements qui sont faits sur le milieu d'enrichissement, qui est le milieu de l'eau-fleur. Les professionnels de la santé le connaissent. Même à partir d'un eau-fleur, on est obligé de repiquer pour la culture et d'attendre pratiquement les 72 heures pour pouvoir, bien sûr, isoler et identifier Corynebacterium diphtheria. Mais l'isolement ne s'arrête pas là, on est obligé de passer par le test d'Elec, c'est pour confirmer que la souche est toxinogène, et ce sont les souches qui sont productrices de la toxine qui sont qualifiées, bien sûr, de cas de diphtérie, et non pas les souches non toxinogènes. Bien sûr, donc, c'est juste pour vous rappeler que le diagnostic direct reste la culture qui est la technique de référence. Ça permet donc de faire des tests de sensibilité derrière et bien sûr par la suite de suivre l'évolution des souches parce qu'on peut tracer par biologie moléculaire, par caractérisation génétique, les déplacements des souches et les déplacements de population. C'est comme ça qu'on peut bien sûr caractériser une nouvelle souche qui rentre chez nous. En grosso modo, c'est un peu ce qui se passe au niveau du laboratoire. Les prélèvements sont ensemencés. Ce que vous voyez sur les photos, ce sont les cultures de Corynebacterium diphtheria. Ce sont des photos du laboratoire, donc ce sont les souches que nous isolons. Nous avons les milieux qui sont standards et des milieux qui sont spécifiques qu'on utilise pour étayer le diagnostic, notamment le milieu Tinsdale, qui est un milieu spécifique pour Corynebacterium diphtheria. Bien sûr, on confirme tout cela par le gramme, par la culture, par les galeries d'identification. Et ça, ce que vous avez sur les photos, regardez, vous avez des colonies tout simplement blanches qui sont des colonies de Corynebacterium diphtheria avec une flore bactérienne qui est présente là sur la photo. Là, nous avons aussi, même à partir d'un milieu qui est sélectif, vous voyez, il faut le repérer, il est là. Ce sont des colonies qui sont noires avec, bien sûr, un halo brun qu'on arrive à repérer à partir d'une, bien sûr, flore polymicrobienne. Ce qui est important, c'est surtout de faire le test d'Elec, parce que selon la définition de l'OMS, ce sont les souches toxinogènes. Dans un nouveau foyer, on est obligé d'avoir de la culture et de confirmer les premières souches qu'elles sont toxinogènes. Quand on a une nouvelle demande, une nouvelle wilaya, on passe par la culture qui est le gold standard. Il faut isoler la souche et il faut que la souche soit tox+. C'est la technique qui est gold standard, c'est le test d'Elec. C'est un test d'immunodiffusion, à vrai dire. On met en contact donc la souche avec le sérum et quand il y a l'apparition de l'arc, ce sont des souches qui sont productrices de toxines et c'est sur la base de ce test qu'on dit que la souche est toxinogène. Bien sûr, le diagnostic moléculaire, il est là, bien sûr, pour nous faciliter les choses. Ça nous permet donc de poser rapidement le diagnostic de la présence d'une souche toxinogène, mais on vous dit que la PCR pourrait être utilisée comme test de confirmation tant que la culture et le test d'Elec ont confirmé la diphtérie toxigène dans au moins 5 cas dans une région. C'est-à-dire, franchement, pour une nouvelle région, on est obligé d'attendre la culture. Bien sûr, la sérologie reste un diagnostic qui est rétrospectif, mais qui n'a pas trop d'intérêt par rapport à la prise en charge des patients. À vrai dire, ça, la diapo, c'est juste pour vous dire un peu les définitions des cas qui existent dans notre circulaire, donc qui a été donc diffusé. Et c'est grâce, bien sûr, aux cas qui sont confirmés au niveau du laboratoire, qui sont considérés réellement comme des cas confirmés. Et bien sûr, en fonction de la position sur ce diagramme, vous pouvez être soit un cas rejeté, soit un cas qui est épidémiologiquement relié ou bien sûr un cas confirmé au laboratoire. Qu'en est-il de la coqueluche? La coqueluche, bien sûr, elle est due à Bordetella pertussus, qui est le bacille de Bordetella, qui est un bacillogramme négatif. Un bacillogramme négatif, bien sûr, qui est très exigeant. Quand je dis très exigeant, c'est-à-dire qu'on a parfois du mal à l'isoler. Ça met énormément de temps. La culture, elle met minimum 5 à 7 jours. La bactérie possède beaucoup de facteurs de virulence, c'est ce qui fait sa particularité justement. Elle possède des toxines et des adhésines qui sont bien sûr à la base de la clinique qui est générée par cette bactérie.
Elle est à transmission aérienne, avec il suffit d'être en contact avec une personne, à vrai dire, qui tousse. Vous pouvez donc contracter la maladie. Souvent, c'est une maladie qui est intrafamiliale et intracollectivité, parce qu'on se contamine dans des espaces qui sont confinés, oui, quand il y a un tousseur avec nous. L'homme, c'est le seul réservoir de ce pathogène, bien sûr, avant de l'âge de la vaccination, comme l'a bien dit le professeur Boukari. C'était une maladie qui était très très grande et qui a baissé grâce à la vaccination. Et malheureusement, c'est une pathologie qui dure sur 4 semaines minimum, où vous avez une phase catarrhale au départ, qui est suivie bien sûr d'une phase paroxysmale qui est caractérisée par beaucoup de quintes. C'est une maladie qui était responsable d'une morbimortalité qui était très importante avant l'introduction de la vaccination. Et aujourd'hui, comme l'a bien dit, les formes graves sont surtout observées chez les nourrissons non protégés par la vaccination, c'est-à-dire avant l'âge de la vaccination, avant 8 semaines, et les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes qui constituent bien sûr, malheureusement, des personnes à risque. Ça, c'est juste pour revenir un peu sur les formes cliniques. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de la phase de la maladie qu'on va appliquer une méthode de diagnostic. Nous avons une incubation dans la pathologie qui est en moyenne de 7 à 10 jours. S'ensuit une phase catarrhale qui va durer 1 à 2 semaines. Et bien sûr, elle n'est bruyante qu'à partir de la 2e semaine où nous commençons à avoir la phase paroxysmale, avec des quintes qui sont très fréquentes. Justement, cette pathologie, elle risque d'être très grave chez le nourrisson et donnant bien sûr surtout des toux cyanosantes et responsable parfois d'apnée chez cette catégorie et entraîner par la suite une forme maligne faite de détresse respiratoire. Qu'en est-il des classifications des cas? Comme l'a bien dit le professeur Boukari, un cas confirmé, c'est un cas qui a été identifié au laboratoire, soit par PCR, soit par culture. Et bien sûr, c'est le cas épidémiologiquement lié, c'est le cas contact. Un cas possible, il est cliniquement suspect, mais les tests de laboratoire, malheureusement, n'ont pas été faits ou sont revenus négatifs. Qu'en est-il du diagnostic? Nous avons le diagnostic direct, grâce à la culture toujours, qui reste le gold standard. Mais ce qui nous a surtout facilité maintenant les choses, c'est la présence, bien sûr, des outils moléculaires. Nous préférons actuellement faire des PCR en temps réel pour le diagnostic de Bordetella pertussis. Bien sûr, ce diagnostic, il se fait à partir de prélèvements nasopharyngés. Il y a un diagnostic indirect qui est fait, bien sûr, de sérologie. C'est la détection des anticorps pertussis toxine, mais uniquement, il est fait pour des enquêtes épidémiologiques. Si on regarde cette slide, c'est pour vous définir à quel moment doit-on utiliser quelle technique. La PCR, elle reste positive jusqu'à presque 8 semaines. Donc, vous remarquez qu'à partir de la période d'incubation jusqu'à presque la fin de la phase paroxysmale, la PCR risque d'être positive. La culture, par contre, elle est positive pendant la phase catarrhale et pratiquement 1 semaine au début de la semaine de la phase paroxysmale. Qu'en est-il des prélèvements? Donc, chez le nourrisson et le nouveau-né, nous réalisons une aspiration nasopharyngée. Et chez les enfants de plus de 3 ans, ou l'adolescent ou l'adulte, nous pouvons réaliser toujours l'aspiration, mais les malades préfèrent faire un écouvillonnage. On fait un écouvillonnage avec des écouvillons en Dacron. Le transport doit être immédiat au laboratoire. À défaut, bien sûr, vous pouvez garder, bien sûr, les prélèvements à +4 ou parfois carrément à -20 quand on procède à faire de la PCR. Donc ça, c'est pour réaliser le prélèvement nasopharyngé, donc on cible pratiquement dans cette partie du nasopharynx. Donc on récupère donc les mucosités qui sont à ce niveau, qui sont transportées donc rapidement. On procède à la culture, on fait la culture qui est le gold standard, mais malheureusement les délais d'incubation sont très longs, ils sont de 7 à 10 jours, et sa sensibilité elle est faible, elle est aux alentours de 30 à 60%. Donc, ça ne nous rend pas vraiment service au départ. Par contre, la PCR, elle est rapidement positive. Elle cible plusieurs cibles. Pourquoi? C'est pour augmenter les chances d'identifier Bordetella pertussis. Et pratiquement, elle reste positive longtemps, jusqu'à 8 semaines après le début des symptômes. Et nous avons un rendu de résultat dans les 3 heures, pratiquement dans la journée, quand on lance le jour même la technique. Bien sûr, il y a sur le marché d'autres outils qui sont la PCR multiplex,
C'est juste pour attirer l'attention, peut-être beaucoup de collègues possèdent cette solution, mais il est bon de rappeler que cette technique reste moins sensible que la PCR en temps réel et que nous avons des risques de résultats faussement négatifs avec cette technologie. C'est juste pour faire une petite donc, approche comparative entre ces deux techniques. C'est pour rappeler que la PCR en temps réel reste pratiquement le gold standard actuellement en matière de diagnostic de la coqueluche. Le diagnostic donc, sérologique, c'est surtout un diagnostic rétrospectif et je vous remercie pour votre attention.